par une belle journée ensoleillée où l'air était frais, alors qu'on célébrait encore les derniers charmes de l'automne, que les récoltes avaient été bonnes, qu'on assistait au départ des outardes qui prennent tour à tour le chemin du sud, qu'on regardait la rivière se préparer à recevoir une couverture blanche et qu'on entendait ici et là des jets bleus rappelant le déclin de l'année. À Nicolet, on ne se doutait de rien de ce qui allait se passer cette journée-là. Il était 11h45, le samedi 12 novembre 1955, lorsqu'à l'entrée sud de la ville, on entend d'abord un grondement. Puis brusquement, on aperçoit une superficie de terrain de 120 000 verges carrées qui se déplace et devient rapidement une mare de boue, ce qui représente un cratère de 400 pieds de largeur par 800 pieds de longueur. Les entrailles de la Terre venaient d'engloutir plus d'un siècle d'histoire. Aujourd'hui, je suis à l'endroit même où a eu lieu ce glissement de terrain. Imaginez, on ne reconnaît même plus l'endroit. Mais la nature a fait son œuvre et y a laissé des cicatrices pour nous le rappeler. Dans cette émission, vous entendrez des témoignages de ceux et celles qui portent encore des marques de blessures profondes. Certains ont tout perdu dans cette aventure. D'autres se souviennent du jour où la nature s'est fait entendre bruyamment. « 1955 demeure une année fatidique pour Nicolet. En plus du glissement de terrain du 12 novembre, les citoyens avaient dû faire face 8 mois auparavant à un ennemi encore plus menaçant. Le 21 mars, un incendie réduit en cendres une partie de la ville. 35 logements, 23 bureaux et commerces situés au centre-ville furent rasés en l'espace de quelques heures. De nombreuses familles sont sur le pavé. Nicolet est défiguré. En plus de reconstruire les maisons, il faut songer à reconstruire les rues au plus vite. La majorité des habitations étant situées sur le bord de la rivière, les autorités sont obligées de prendre une décision. Pour réaménager le secteur dévasté par l'incendie du 21 mars, le conseil de ville, après avoir naturellement déblayé tous les décombres qui étaient là, a procédé à l'acquisition des terrains par voie d'expropriation ou d'achat de gré à gré. Et ensuite, pour relier le bas de la rivière au haut de la ville, comme on le disait à l'époque, il fut décidé d'aménager un boulevard, lequel boulevard devait passer en dessous du pont. L'aménagement du nouveau boulevard exigeait des travaux d'arpentage et le réaménagement complet des berges de la rivière. Mandaté par le ministère de la Voirie du Québec, l'ingénieur Édouard Lair se rend sur les lieux. Avec le maire, j'ai parcouru le littoral de la rivière, le bord de la rivière, et puis on a décidé ensemble qu'est-ce qu'on ferait. Et puis, pour commencer, on a dit qu'il faut faire un mur. Ce mur en pierre sèche avait pour but principal de renforcer le bord de la rivière pendant les travaux en cours. Mais avant de procéder à sa construction, l'ingénieur Édouard Lair s'interroge sur la fragilité du sol. Moi, j'ai entendu dire par plusieurs personnes qu'il y avait un risque d'éboulis, Nicolette. Et puis, il y avait eu déjà plusieurs éboulis. Alors, je dis, il faut absolument qu'on fasse faire des tests par des gens compétents. Devant le danger que représente le sol argileux et ne voulant pas prendre de risques inutiles, il s'empresse d'écrire à son patron, Antonio Morissette, ingénieur principal du ministère de la Voirie à Québec. Nicolette, le 26 septembre 1955. Monsieur, relativement au projet de la ville de Nicolet, il serait à recommander que des échantillons de glaise soient pris en profondeur afin de connaître, à l'aide de tests de laboratoire, Direct Shear Test, la résistance du sol au glissement.
Quelques semaines plus tard, soit le 19 octobre 1955, Édouard Lair reçoit une lettre d'Antonio Morissette. Québec, 19 octobre 1955. Monsieur, je vous mets sous ce pli copie d'une étude faite par M. P.M. Bilodeau, chef du service des sols au ministère, sur les fondations à l'endroit de la construction d'un mur en pierre sèche. Vous pouvez procéder tel que vous avez commencé. Après avoir analysé de nombreux échantillons de sol près de la rivière Nicolet, Paul-Marcel Bilodeau remettait le rapport suivant. De cette étude préliminaire, nous pouvons conclure qu'il n'y a pour le chargement proposé aucun danger de glissement latéral vers la rivière. Le matériel sur lequel s'appuie le chargement est formé d'une couche très épaisse d'argile dont la résistance augmente en profondeur. Après la lecture de ce rapport et de ces lettres, on peut se poser des questions, à savoir, est-ce que la science du temps était exacte? Pouvait-on pousser les recherches plus loin? Est-ce qu'on connaissait vraiment la mécanique des sols? La mécanique des sols, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait à peu près pas au Québec. Et un peu partout au monde, c'était à ses tout débuts. C'était des balbutiements. Et à Polytechnique, il y a un professeur qui donnait des cours de mécanique des sols depuis seulement quelques années à ce moment-là. Alors, tout ça m'indique qu'il ne faut pas chercher de rapports détaillés, des rapports en tout cas du style de ceux qu'on pourrait obtenir aujourd'hui. On n'avait pas d'autre choix que de poursuivre les travaux. La construction du mur de soutènement allait bien et progressait rapidement. D'une hauteur de 20 pieds, il était composé principalement d'énormes pierres provenant de la paroisse de Sainte-Monique. Une activité fébrile régnait à Nicolet. À la construction du centre-ville, les égouts à refaire dans ce coin-là, les aqueducs à refaire, beaucoup d'activités. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup d'activités, comme ça on est habitué de voir passer des camions, des grues, des pelles mécaniques, ça faisait du bruit un peu partout. On était habitué à ce bruit-là depuis 3-4 mois. Ce bruit n'avait rien de comparable à celui qui se fit entendre le samedi du 12 novembre. Par cette belle journée d'automne ensoleillée, il y a eu un bruit qu'on n'oubliera jamais. Un bruit très sourd, un bruit qui ne se décrit pas, mais que j'entends souvent, par contre, dans ma mémoire. C'était comme des vagues de glaise qui s'en allaient. Puis on se disait, il doit y avoir des morts terribles là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on a vu tout à coup des craquements à droite. C'était l'évêché qui descendait. Moi, j'ai vu le coin droit de l'évêché, la footing du coin droit de l'évêché, ça a tranché comme du beurre. En sortant, moi, je regardais dans le trou, là, et j'étais à mes pieds, puis je voyais une glaise bleue, là, qui bouillait comme ça. Et puis, l'asphalte a coupé carré, les bouillies étaient complètement partis. J'aperçois ce trou béant, cet escarpement, là, qui était d'une hauteur impressionnante. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Là, j'étais confondu, là, je me demandais, c'est plus un tremblement de terre. Il y avait une vague immense qui s'est faite dans la rivière. La vague s'en allait vers Nicolet-Sud. C'était impensable. J'ai dit, ça se peut pas. C'est pour ça que quand l'éboulis est arrivé, j'ai dit, notre mur de pierre va protéger. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Quand l'éboulis était tellement violent qu'il a fait tourner mon mur. Toute la base du mur a tourné. C'était pas croyable, quand même. Téléphone, électricité, l'aqueduc, l'égout, enfin, tout s'est brisé du même coup. Les gens ont commencé à se rendre compte qu'il se passait vraiment quelque chose, là. Nicolet enregistre à ce moment-là la pire catastrophe de son histoire. En l'espace de quelques minutes, toute la ville est recouverte d'un épais nuage de poussière. Les résidents affolés courent un peu partout dans les rues en pleurant et en criant « C'est la fin du monde ». On a l'impression que c'était après ce qu'on voit dans les films de guerre, là. Les gens étaient affolés comme après un bombardement. Ils étaient affolés, puis
parlait fort, des fois on criait, puis les bras en l'air. C'était pratiquement un acte de fin du monde, mais qu'on n'a pas réalisé comme tel. Au moment de l'éboulis, j'étais à mon bureau à l'hôtel de ville, et dès l'instant où l'éboulis s'est produit, j'étais justement à remplir une réquisition de matériel pour le surintendant, qui était M. Jean-Luc Lemire. Nous sommes trouvés sans lumière. Après coup, l'électricité qui avait flanché est revenue pour disparaître définitivement. Le courant s'est coupé. C'est là qu'on a su qu'il se passait quelque chose de spécial, parce que c'était une belle journée. J'étais à faire de la réparation de pièces de machinerie agricole avec M. le maire Willet Duval. On se demandait qu'est-ce qui se passait. On a pris mon auto, puis on a fait un bout dans le chemin pour aller voir s'il y en était, puis le chemin était déjà bloqué. Parce qu'il y en a qui nous ont dit tout de suite là que l'école des frères était après débouler. L'Académie commerciale, ou l'École des frères, comme on l'appelait à l'époque, a été la première bâtisse à s'enfoncer dans la glaise. En se désintégrant, elle créa un immense nuage de poussière, compris d'abord pour un incendie. Ma jeune sœur, Monique Roy, qui elle arrivait de chez ça à l'Assomption, puis qui était venue me dire bonjour, puis elle avait jasé. Puis quand elle est ressortie, elle avait oublié ses gants. Elle est rentrée pour prendre ses gants. Quand elle dit, Rita, c'est épouvantable, il y a un feu, il y a le feu à l'école des frères. Là, moi, j'ai sorti aussi. C'était une fumée terrible, mais c'était pas le feu, on l'a réalisé juste après, que c'était un éboulis. Les images que vous voyez sont les seules qui ont été prises peu de temps après le glissement de terrain. Elles sont l'œuvre d'un cinéaste amateur, Julien Rousseau, qui a été alerté par des gens qui criaient dans la rue. La cathédrale, ça s'en va dans la rivière. Puis là, j'ai rentré dans la maison, j'ai pris mon ciné Kodak, puis je suis parti en courant vers la cathédrale. Ben là, j'ai vu qu'il y avait l'éboulis, et puis l'école des frères en feu, qui était calée dans l'eau. La Sûreté du Québec a entouré entièrement l'éboulis. Personne ne pouvait avoir accès au site de l'éboulis sans demander la permission au chef de police qui était là. Et puis là, Beaulac, la police me criait, puis avec deux autres de m'enlever de là. Puis ils me criaient, ils m'ont assez énervé. J'ai filmé pareil pendant, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Puis j'étais content d'avoir filmé l'école des frères en feu. Puis en m'en revenant, je regarde mon ciné pour voir comment j'avais pris de pied. Et puis je m'aperçois que je n'avais pas enlevé le bouchon. Je n'avais rien pris. Là, j'étais déçu que je suis reparti en courant aussi vite. Puis là, ils m'ont crié, viens-t'en, viens-t'en. Ça fait rien que j'ai continué. Puis là, j'ai filmé quand même. Après sa mésaventure avec les forces de l'ordre, Julien Rousseau s'installa près de la cathédrale, car ce joyau de la ville menaçait à tout moment de s'écrouler. Parce qu'on s'imaginait que la cathédrale s'en ira. Quand on a vu l'évêché qui était toute partie, on s'est imaginé que la cathédrale suivrait, malgré qu'elle restait là. Puis là, j'ai tenu mon ciné Kodak pendant, peut-être 1 heure de temps, pour voir si les clochers étaient pour tomber. Je me tenais prêt pour filmer l'action en même temps. Outre l'Académie commerciale et une partie de l'évêché, il y a eu aussi une station-service qui a été emportée dans cette mare de boue. Elle était la propriété de M. Georges Biron. Employé du garage, Léopold Lausière avait 18 ans à l'époque. Puis vers midi moins quart, à un moment donné, il y a 2 petits gars qui sont entrés dans le garage et qui ont dit « Venez voir, M. Lausière, le fort de M. Biron est rendu dans la dompe en arrière. » On a pensé que le fort était resté au neutre puis qu'il avait continué. Mais c'est pas ça, c'est les morceaux d'asphalte ont commencé à passer avec les tanks. Fait qu'on a parti puis on a descendu dans la rivière. Les énormes pins du parc qui se trouvaient en face du garage s'enfoncèrent complètement dans la terre, tout en se tenant encore debout. Ce qui a eu pour effet de pousser encore plus loin Léopold Lausière et les 2 jeunes garçons qui se trouvaient avec lui. Ça s'est fait tellement vite qu'on n'a quasiment pas eu le temps d'avoir peur, mais on était sur le morceau d'asphalte, mais les pins suivaient en arrière. Ça n'a pas pris 30 secondes, tout était fait. Ça fait que
Ça s'est fait, ça n'avait pas de bon sens la vitesse que ça allait, on n'était pas capable de rien faire, il fallait se laisser aller. On voyait la glaise là, qui roulait, puis on se disait, s'il fallait qu'on rentre dans ça, on ne sortira pas. On suivait les tanks à gaz avec le poteau, là, puis on aurait voulu embarquer dessus, mais ça allait plus vite que nous autres, on n'était pas capables. On s'en allait à l'égalité du pont. Fait qu'on s'est dit, mais qu'on arrive, on va embarquer sur le pont. Mais c'est pas ça, c'est l'évêché a parti par en arrière, puis là, on a fait à peu près 300 pieds, là. Jean Montembeault, qui était pas loin de là, lui, il y avait une chaloupe qui nous a dit, attendez, je vais aller vous chercher. Parce que là, on était nu-pieds, on n'avait plus de bas, plus de souliers d'un pied, rien, ça va passer vite. C'était pas fou le 12 novembre, ça fait qu'il est venu nous chercher. Puis là, moi, il m'a passé une paire de souliers, une paire de bas, pour que je puisse retourner chez nous. Le garage s'est complètement désintégré. Propriétaire depuis seulement 3 mois, Georges Biron a tout perdu. Je venais d'acheter un inventaire de batteries pour l'hiver, des pneus d'hiver, puis tout cet inventaire est descendu, est passé en dessous du pont avec la bâtisse. J'étais dans ma chambre au 3e étage de l'évêché. À un moment donné, j'ai regardé dans la fenêtre qui donnait sur la rivière, puis j'ai vu passer sur la rivière le garage de M. Biron, qui était tout écrapouti, comme une feuille de papier. Là. Il y avait des morceaux de bois qui passaient, puis ça s'en allait comme ça sur la rivière, en suivant le courant vers le lac Saint-Pierre. Puis, on avait un intercom dans ma chambre, on pouvait appeler l'évêque par un intercom. Alors, j'ai appelé l'évêque, j'ai dit, regardez la genouille qui passe sur la rivière. Puis ça tremblait dans ma chambre, ça branlait, puis... Mais plus ça allait, plus ça branlait. Puis, alors j'ai pris, comme j'étais jeune prêtre, j'étais assez athlète, j'ai descendu les marches, j'étais au 3e, alors c'était des escaliers, il y avait à peu près une douzaine de marches par escalier, puis il y en avait 3. En arrivant au coin de l'évêché, pour m'en aller sur le tennis, la terre ouvrait. L'évêché s'est déchiré comme une carte, comme une carte postale, ça devient un peu infernal. Là, puis, ça s'est déchiré aux escaliers. Et à partir du 3e, aller jusqu'en bas, jusqu'au lavoir. Quand l'éboulis était fait, les gens se voyaient, la chambre de bain, ils voyaient le fumoir des prêtres, une table de billard. Ma chambre a tombé complètement, avec toutes les épées de ma chambre, les livres, tout ce que les chaises, mon lit, ça a tout tombé dans l'éboulis. Mon lit était comme le pied touchait à la tête. C'était comme le ciel du lit. Il y avait des grosses pierres là, qui ont fait en sorte qu'ils ont plié mon lit comme ça. Si j'avais été couché là, puis resté dans mon lit, je pense que je ne serais pas mort. Mais est-ce que je serais resté là? Par exemple, je ne sais pas. J'ai perdu une seule chose dans l'éboulis. La moitié d'une petite paire de caoutchouc. Là. J'ai trouvé un caoutchouc, puis l'autre partie, je ne l'ai pas trouvé. J'ai tout sorti de mon linge, mais c'était tout rempli de poussière de plâtre. Puis il y avait beaucoup de pluie, j'étais pas mal troué. J'ai sorti mes habits, j'ai sorti les meubles, ça a tout fini, ça. La cathédrale et l'évêché se trouvaient à peu près ici, tout près de l'académie commerciale. Mais il y a eu aussi quelques résidences qui se trouvaient à proximité de la rivière qui ont été englouties dans les premières minutes de la catastrophe, sauf une, celle du docteur Moïse Vigneault, où travaillait le dentiste Richard Poirier. Le 12 novembre 1955, quel mauvais souvenir. Moi, je faisais du bureau le samedi avant-midi. Alors, j'étais à travailler dans le bureau, puis j'aperçois dans la fenêtre, à l'extérieur, des fils électriques qui se rompaient, puis en se rompant, ça faisait des boules de feu. Et les fils électriques qui s'étiraient, c'est sûr, puis la clôture de l'école, ça s'étirait. Puis tout à coup, on a vu partir le bois en arrière de la maison du docteur Vigneault. Le bois s'est mis à s'en aller. Hey, on a dit, c'est épouvantable, c'est la fin du monde. 7 personnes se trouvaient à l'intérieur de la clinique du docteur Poirier, dont Mme Juliette Allard-Jutras, de Saint-Zéphirin de Courval, avec un de ses fils, tandis que son autre fils l'attendait dans la voiture. Devant les bris de fils électriques et craignant les risques d'électrocution,
Richard Poirier s'empresse d'aller avec elle pour l'avertir du danger. On part tous les deux pour aller l'avertir. Et puis on arrive sur le balcon. En arrivant sur le balcon, on s'aperçoit que lui, d'abord, il est parti. Là, la porte était ouverte, puis on voyait le docteur Poirier qui se trouvait être là, dentiste, là, en bas. Puis, était dans la porte. On était comme figés sur place. Puis tout à coup, la maison s'est en allée. Et là, à ce moment-là, j'entends un fracas épouvantable. Puis au même instant, j'ai tombé dans la glaise. Le balcon s'est séparé de la maison est partie. Madame Jutra a tombé à plat ventre dans la glaise, s'est agrippée au seuil de porte. La maison a dû faire, d'après mes calculs, là, 175 à 200 pieds. Alors, elle a glissé comme une assiette sur la glaise. Là, je me disais, je vais enfoncer, je vais coller, je vais engloutir dans la glaise. Tout à coup, je me suis senti près de la maison, je me suis agrippé après le cadrage de porte. Et puis, je me suis dit, puis Jésus m'a sauvé certain, parce que là, moi, je pensais que c'était fini, que j'étais pour caler dans la glaise complètement. Malgré la peur qu'il habitait, il réussit à pousser Mme Jutra suffisamment pour que son fils l'agrippe par la main et l'attire à l'intérieur de la maison. Quant à lui, Richard Poirier se sauvait in extremis de cette mare de boue. Là, on s'est tous retrouvés dans la salle d'attente. Tout le monde était silencieux, sauf mon assistante. Elle pleurait, elle criait. On a réussi à monter au premier. Au premier, ce que j'aperçois, Mme Vigneault, la femme de Vigneault, avec ses 2 enfants, et puis sa sœur qui était en visite. Puis en même temps, je vois descendre du 2e Mme Roy, la mère du docteur Georges-Étienne Roy, feu Georges-Étienne Roy, qui descendait avec sa fille Marguerite puis sa petite fille Louise. Alors à ce moment-là, on se trouvait 14 dans la cuisine. C'était silencieux. Personne bougeait. Ils étaient tous figés. Puis là, je voyais à l'extérieur, on voyait tout à l'extérieur, parce que la maison avait bougé sur ses fondations. Alors, on voyait dans les 4 coins, on voyait dehors. C'était pas trop rassurant. Ça craquait partout. On se demandait quand ça va s'effondrer, cette maison-là. Du seuil de la porte, le dentiste Richard Poirier pouvait voir toute la désolation qui l'entourait. Ce qu'il voyait surtout, c'était le feu qui ravageait l'Académie commerciale. Toute l'attention était dirigée vers cet incendie. La caserne des pompiers était en état d'alerte. Le camion incendie est parti dès qu'il y a eu cette chose-là, ils se sont dirigés vers les lieux du désastre. Alors, les pompiers avaient été avertis en conséquence qu'il y avait un feu. Je ne savais pas quel feu ils allaient. Mais heureusement qu'il y avait des gens au bord du gouffre qui les ont fait signe d'arrêter parce qu'ils s'engouffraient. Alors, ils se sont arrêtés près du gouffre. Heureusement, il y a eu quelqu'un pour les avertir. Moi, à ce moment-là, j'ai crié aux pompiers parce que j'étais assez loin. J'étais assez loin d'eux. Il a fallu que je crie assez fort pour qu'ils m'entendent, pour leur dire qu'on était vivants, puis donner nous chercher. Ils ont installé à grande échelle et puis des batteries pour venir nous rejoindre là, sur la glaise. Alors, le premier pompier qui est arrivé, c'est Arthur Auger. Alors, on s'installe tous les deux en face de l'autre sur la fondation de la maison. Puis, on prenait les personnes, on les prenait par la main, on les descendait sur la fondation. Ensuite, on les conduisait à l'échelle. Alors, on a commencé par Mme Roy, la mère de Dr. Georges-Étienne Roy, qui était âgée de 80 ans. Puis on a vu monter Mme Roy dans la grande échelle, suivie d'un pompier. Puis on voyait plier l'échelle au centre. C'était assez haut. On l'a trouvé bonne de monter dans cette grande échelle-là. Le truc des pompiers était sur le coin, puis le monde était nerveux. C'était sur le bord de la panique, pratiquement. Puis il y avait de quoi aussi. Ils ont réussi à toutes les sortir sains et saufs de la maison. Chose curieuse, c'est que c'était dans les maisons qui se sont effondrées, je veux dire, dans toutes les maisons qui étaient impliquées dans l'éboulis, c'est la seule qui ne s'est pas effondrée. C'est pour vous dire que cette maison-là était bâtie sur les fondations, c'était un radier.
C'est tout coulé d'une pièce, des fondations, bien armées. Fait que ça a glissé comme une assiette, ça. Comme un radeau. On a été chanceux pour vrai. Et puis la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. De sorte que, sur la fin de l'après-midi, il n'y avait plus moyen de circuler du tout dans la ville de Nicolette. Les curieux venant de l'extérieur avaient envahi la ville, littéralement. Et tout était bloqué. Ah, ben là, après ça, là, tous les jours, là, ça venait de Trois-Rivières, puis il y en a eu. Puis en ce temps-là, il n'y avait pas de pont. Ça prenait le bateau. Tout le monde venait voir ça. Hein. Le cratère avait au moins 400 pieds de large par 800 pieds de long. J'écoutais la radio, puis on nous annonçait un cratère, mais on ne disait pas, on pensait tout que c'était un cratère volcanique à Montréal. Ben, ça attirait beaucoup plus de monde le lendemain matin. C'est pour ça qu'il y avait une quantité de monde incroyable. Les médias se ruent littéralement sur Nicolet. Caméras, photographes, journalistes. La catastrophe fait la une de tous les quotidiens du pays. En gros titres, on parle de plus de 1 million de dollars de dommages matériels. Mais ce qui retient le plus l'attention est le fait que ce glissement entraîne avec lui la mort de 3 personnes. Un bébé, 2 adultes, dont un religieux, Willy Vallée, qu'on appelait à l'époque le frère Herménégilde, qui se trouvait à l'école des frères lorsque survint la tragédie. C'est un frère qui s'occupait d'un lot de jeunes à Nicolette. Il s'occupait du catrage, il était impliqué dans toutes sortes d'activités. Et puis, c'était une personne qui était aimée et respectée de tous les jeunes de Nicolette. Ce samedi-là, j'étais allé avec le frère Herménégilde, chez M. Antonin Côté au Port Saint-François, planter des arbres de Chine. Comme vous le savez, le frère Herménégilde était un religieux qui se dévouait bien gros pour les jeunes. C'était un amant de la nature, des arbres, des fleurs. Et puis, vers 11h30, on s'est préparé à s'en revenir à l'école. Assez souvent, ça arrivait qu'il ne dînait pas à l'école le samedi. Fait qu'il a dit, je vais aller avertir Mme Boisvert pour dire que je viens dîner, ou pas qu'elle prépare un repas juste pour 2 ou 3, tu sais. Fait que c'est pour ça, je l'ai débarqué à la cuisine. Et puis, il est rentré avertir Mme Boisvert. C'est la dernière fois que je l'ai vu. La deuxième victime s'appelle Mme Yvonne Nourry-Boisvert. Pour elle, le destin fut tragique, car c'est en tentant de sauver le frère Herménégilde que cette malheureuse cuisinière a laissé sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand ça a déboulé, M. Boisvert, par après, on a su ça par après de M. Boisvert, c'est qu'il a dit à Mme Boisvert, viens-t'en, nous autres, on va s'en aller, on va se sauver. Mais Mme Boisvert a dit, il faut que j'aille avertir le frère Herménégilde, il vient de rentrer. Elle a parti pour avertir le frère, mais elle ne s'est jamais rendue. Dans la ville, toutes les familles sont secouées en apprenant que parmi les victimes se trouvait un bébé de 2 mois qui fut emporté dans les débris. Cet enfant, qui s'appelait Jean, était le fils du médecin vétérinaire Jean Lessard et de Gisèle Ali. Jean jasait dans le bureau avec un client et moi, j'étais dans le petit boudoir en train de changer le bébé. Et à un moment donné, Jean m'a appelé, il a dit « Viens donc voir, les arbres entrent dans la terre ». Alors, je suis allée voir, puis je suis partie pour aller chercher le bébé. Et quand je suis revenue, ça coupait près du trottoir. On est allé pour sortir dans le côté, et puis le garage partait. On a vu partir l'auto et tout. Et puis, on pouvait plus vraiment rien faire. On était vraiment pris. Et je trouve que les hommes ont un esprit de survie extraordinaire. Parce que Jean essayait de défoncer le mur entre... Il y avait un logement de l'autre côté pour qu'on puisse sortir. J'ai pris le bébé, je me suis couchée, je l'ai mis en dessous de moi, puis je me suis couchée en avant de sofa-lit qu'on avait, qui était plus solide, j'ai imaginé, il y a du métal. Et pour protéger le bébé aussi. Puis, est-ce qu'on doit dire qu'on a commencé à faire des prières? Et puis, tout à coup, ça s'est ouvert dans le coin. Et là, ça s'est refermé, ça craquait. Et la maison a commencé à tourner, puis
c'est parti. Des vagues de glaise ont complètement enseveli leur logement. En quelques secondes, il fut réduit en miettes. À l'intérieur de ce tourbillon de débris, le couple tentait l'impossible pour sauver leur vie et celle de leur bébé. Et le bébé est arrivé quelque chose qui m'a arraché, c'est une poutre, j'imagine, qui m'a arraché le bébé des bras. Il m'a resté que la petite couverte. Jean, lui, flottait au-dessus des débris, mais quand ça s'est arrêté, il y avait une jambe prise entre deux poutres. Ce qui fait qu'il ne pouvait vraiment plus bouger, là. Il a pris un morceau de métal et il a commencé à couper sa jambe pour pouvoir sortir de là. D'ailleurs, c'est la seule blessure qu'il a eue et qui a mis tellement de temps à guérir, en fait. Sauvé des débris, le couple Lessard est conduit à la maison du docteur Tessier. On ne pouvait pas les conduire à l'hôpital, les routes étant détruites. Et là, on demandait où était le bébé. On nous disait, le bébé est au poste de police. Un autre disait, il est à l'hôpital. Un autre, puis à un moment donné, je leur ai dit, est-ce que vous l'avez trouvé ou vous ne l'avez pas trouvé, le bébé? Et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas trouvé. Alors, je leur ai dit que je l'avais échappé très peu de temps avant que ça cesse de bouger. Et ils sont allés, ils l'ont trouvé tout de suite. C'est mon frère qui l'a trouvé. Après ça, on nous a conduits à l'hôpital quand il y a eu un chemin de fait dans le courant de la journée. Et quand le bébé a été enterré, on l'a vu passer. À ce moment-là, on ne pouvait pas être un homme et une femme dans la même chambre à l'hôpital. Même si on était paniqués et que ça aurait pu nous sécuriser, c'était pas permis. On nous a permis d'être dans la fenêtre pour regarder passer le cortège du bébé. Jean est sorti, en fait, sans permission, lui. Je pense que c'est 4-5 jours après. Et moi, j'ai été 15 jours parce que j'étais brûlée. Dans la figure, les jambes et brûlée parce que le logement qui était chauffé à la vapeur par la manufacture Biron. Alors, j'avais été brûlée par l'eau bouillante, j'imagine, la vapeur. J'étais blessée aussi parce que j'avais une porte qui était entrée, qui m'avait blessée dans la poitrine. On était heureux quand même de s'être retrouvés tous les deux, mais la perte du bébé, c'est... On n'en parle pas pendant longtemps parce que ça fait trop mal. Et l'odeur de l'enfant qui nous manque, mais il fallait être brave, il fallait pas pleurer. On n'en parlait pas. Je pense bien que c'était pas par mauvaise volonté, c'était que on pensait que si on n'en parlait pas, ça allait disparaître comme ça, vous savez. Une autre famille occupait cette maison à logement. Georges et Gisèle Biron, ainsi que leurs 2 enfants, André et Gilles, âgés respectivement de 2 ans et d'1 an, ne se doutaient pas que cette belle journée du 12 novembre allait tourner au drame. Ce 12 novembre, d'abord, nous demeurions sur la rue Brassard, à Nicolette, près de la rivière. À un moment donné, vers midi moins quart, où on se préparait, mon mari et moi, à dîner, la petite gardienne de mes enfants est allée au bout de la galerie voir qu'est-ce qui se passait. Et elle n'est pas revenue. Moi, je me suis levée, je suis allée à la porte seulement. Je n'ai pas fait la galerie, je suis restée à la porte. Et là, je voyais les pins du parc devant notre maison, les pins entrer dans la terre, s'enfoncer dans le sol. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari, viens voir, il y a un glissement de terrain.
Là, j'ai crié à mon mari, va chercher le bébé qu'on avait couché dans la partie avant de la maison, qui était une maison de pierre. À ce moment-là, un bruit épouvantable et la maison est tombée, s'est effritée, est tombée dans le trou. On a pris notre deuxième fils de 2 ans entre nous deux. On s'est serré très fort, croyant que c'était la fin du monde, puis qu'on allait y passer. Quelques secondes, j'imagine, ça a été très long dans nos pensées aussi. Mais je pense qu'on n'a pas attendu tellement longtemps. Mon mari a dit, je vais me tirer en bas de la galerie. Je suis sauté en bas de la galerie, puis j'ai demandé à ma femme de sauter, que j'étais pour la... Elle a hésité, parce qu'il y avait au moins un bon 10 pieds à sauter. J'étais enceinte de 4 mois. Ça aussi, ça me faisait peur. Mais j'ai glissé l'enfant, puis là, je me suis laissé glisser après la galerie, et puis mon mari m'a encouragée. Puis là, imaginez qu'on a parti à courir, hein? Et sachant qu'on avait perdu notre petit bébé d'1 an. Accueillis par ses parents, Gisèle Élie Biron et son mari trouvaient refuge à Saint-Célestin. Mais pour eux, les heures d'attente furent longues. Là, quelques heures après, on nous a téléphoné qu'on avait trouvé un petit bébé. Mais il y avait 2 petits bébés dans notre maison. Il y avait le bébé Lessard et le mien. Là, on dit, on ne veut pas que les autres aient de la peine, mais on espère que c'est le nôtre. Hein? Mais là, on nous dit, il est bien blessé, mais il est vivant. Mais pour se rendre à l'hôpital, nous, on n'avait plus d'automobile, on n'avait plus de... C'était des amis qui étaient venus nous reconduire à Saint-Célestin. Alors là, mon beau-frère a dit, on va aller à l'hôpital, on va aller le voir. Il fallait aller passer par Saint-Grégoire, parce qu'on ne pouvait plus revenir passer à Nicolette, les routes étaient bloquées et tout ça. Et rendu à l'hôpital, c'était bel et bien mon bébé, je l'ai reconnu par ses jambes, que je ne voyais que ses jambes, parce qu'on voulait me bloquer la porte. On ne voulait pas que je le voie. Parce que c'était terrible. Hein? Mais, en lionne que je suis, j'ai foncé, puis je suis rentrée dans la chambre. Et c'était mon bébé, qui se mourait. Sale, noir, aucun métier, puis on attendait qu'il meure. La tête enflée comme un gros ballon, les bras enflés, tout sale. Je reconnaissais quasiment juste le petit pyjama. Pris en charge par un médecin de la famille, le bébé est transporté d'urgence à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, où un chirurgien l'attend. On a accueilli mon enfant de nuit, la nuit du samedi au dimanche, et on l'a opéré. Les oreilles arrachées, le bassin enfoncé, le crâne enfoncé. Vous savez, même après 40 ans, on en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Après plus de 40 ans, Gilles Biron est encore considéré aujourd'hui comme un phénomène. Car c'est lui, le bébé miraculé du 12 novembre 1955. Moi, je n'ai pas de souvenirs, sauf que les souvenirs me viennent des autres. On est tout près, c'est vrai, on est tout près du lieu, mais notre maison était tout juste là, à côté de la maison que je connais pour être la maison de l'optométriste Châtillon. Qu'est-ce que je ressens? J'étais peut-être un petit peu trop jeune pour comprendre ce qui est arrivé. C'est les gens de la place qui sont venus me chercher parce qu'ils entendaient mes cris. Au 12 novembre de chaque année, c'est rare qu'on n'en parle pas, un petit peu. Mais c'est sûr que les années font que on l'a tellement raconté à notre fils qui est passé par là, qu'il des fois il dit, on dirait que je le vis. C'est toujours un récit poignant. Est-ce que ça vient du fait que je suis tombé dans les bouillies? J'ai aucune idée, sauf que je suis nostalgique, oui, quand je vois la vieille partie qui résiste de l'usine de mon grand-père à Napoléon. Oui, j'aime ça. J'y vais même dans cette vieille partie des fois, puis je flâne dans ces vieux lieux-là. Je trouve ça beau. C'est pas un phénomène purement naturel, c'est un phénomène qui a été préparé de longue date de main d'homme. C'est une théorie, évidemment, là, c'est pas quelque chose que je peux démontrer, mais je crois qu'à Nicolet, les conditions sont défavorables un peu partout. Les études qu'on a faites nous ont démontré que les pentes étaient stables, mais pas loin de la limite de stabilité.
Alors, je me suis toujours demandé pourquoi à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs. Pourquoi à côté du pont? Pourquoi près du presbytère? Pourquoi dans l'alignement du séminaire? Et j'avais posé beaucoup de questions aux gens de la place et on m'avait dit qu'autrefois, il y avait un drain qui servait là, pour drainer les égouts du séminaire directement, qui partait du bout et qui s'en allait directement à la rivière. Ça avait été fait, ça, il y a très longtemps, et c'était un tuyau en bois. Le séminaire de Nicolette, qui datait de 1803, avait lui-même des infrastructures en ce qui concerne l'égout et l'aqueduc. En 1872, lors de l'érection de la ville de Nicolette, le séminaire a profité, comme tout citoyen d'une même municipalité, des infrastructures dont Nicolette s'est dotée dans les années qui ont suivi. Il a donc abandonné son système personnel, enfin propre, d'égout et d'aqueduc pour se greffer au système de la ville. Donc, l'eau qui s'écoulait, l'eau naturelle qui s'écoulait, a continué de s'écouler dans ces canaux. Ça a créé une rivière souterraine. L'argile est assez imperméable. Mais par contre, les acides organiques qui sont transportés dans les égouts ont un effet défloculant sur l'argile. Ça peut provoquer une augmentation de la sensibilité de l'argile. C'est un séminaire qui était très fréquenté, il y avait beaucoup de monde, alors il y avait une quantité assez considérable de produits là, qui étaient évacués dans le sol. La position du pont aussi, avec toutes les vibrations induites par le passage des voitures, a pu contribuer à affaiblir davantage le matériel. C'était un pont que 2 camions se rencontraient difficilement. Puis il était dans un bien mauvais état. Le fond de la structure de ça était comme neuf. Les piliers eux-mêmes, le fond de la structure, ça n'a vraiment bougé. Même, on a toujours pensé que les piliers qu'il y avait là, c'est ça qui avait empêché l'éboulis de s'agrandir. Parce que c'était planté dessus des pieux de bois dans la glaise, à peu près 15-18 pieds de long, puis ça, c'était très solide. Le pont de Drummondville, le seul pont à l'époque, en 1955, avait été condamné au trafic lourd, suite à des réparations majeures qu'il devait subir. Donc, le trafic lourd de Québec-Montréal se faisait via Nicolette. Et en plus de ça, les travaux de bulldozers et d'autres machineries du genre avaient enlevé toute la verdure en bordure de la rivière, un escarpement de 35 pieds. Il y avait comme une tignasse de verdure. Ça a créé une faiblesse qui a engendré l'éboulement. La cathédrale de Nicolet demeure aussi un des facteurs qui pourraient avoir provoqué le glissement de terrain. En 1944 et 1945, on avait procédé à des travaux de consolidation des fondations. On avait fait des forages, on avait mis des pieux en dessous des fondations, des pieux de béton. Alors, ça, c'est un bris. On remanie l'argile à cet endroit-là. Ce qui me dit que si le glissement s'est arrêté, a rasé la cathédrale, il a touché le presbytère, c'était sa limite, là, c'est l'endroit où ils ont fait ça et où l'argile a été déformée. L'autre endroit, bien, c'est en s'en allant vers le séminaire. Le glissement s'est dirigé vers le séminaire au début. Pour moi, ça, c'est à cause des effluents de l'égout et qui ont décidé de l'endroit où ça se produirait. L'évêque, Monseigneur Albertus Martin, décide sur le champ d'interdire l'accès à la cathédrale. Quelques semaines plus tard, il ordonne sa démolition qui a eu lieu au cours de l'hiver. Une page de l'histoire du diocèse de Nicolet venait de disparaître sous le pic des démolisseurs. La majorité des prêtres donnaient raison à l'évêque. Son argument principal, c'est qu'il craignait que les gens aillent à la cathédrale, puis qu'il y ait le moindre geste, le moindre craquement. Les gens auraient été affolés, puis ça s'est précipité vers les portes, puis ils craignaient ça. À raison, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a décidé de démolir la cathédrale. Déjà, les clochers penchaient. C'était pas un site qui était accessible facilement. Il était dangereux. Évidemment, ça aurait pu être 1 an, 2 ans, mais au bout d'1 an, 2 ans, ça aurait pu tomber. On a tout ramassé les pièces, on a tout été dans le fond de la route 132 actuelle. La route 132 actuelle, quand on passe, là, on arrive sur le pont, là,
on passe sur les pierres de l'ancienne cathédrale. Il fallait maintenant songer à la reconstruction du secteur dévasté, rétablir l'accès des routes et consolider le sol. Tout se met en branle pour redonner à la ville une nouvelle image. Mais cela coûte très cher. On sollicite alors la générosité des gouvernements. Des gouvernements généreux, il ne faudrait pas exagérer les choses. Le gouvernement fédéral, on a reçu dans les jours qui ont suivi, comme il se fait dans des occasions semblables, un message de sympathie. C'était très touchant dans les circonstances, mais insuffisant pour se réorganiser. Le gouvernement provincial a procédé, lui, à de l'aide, mais après avoir hésité un certain temps, il voulait connaître les données des ingénieurs concernant le réaménagement et concernant ensuite aussi l'ampleur des dégâts. C'est que les travaux ont été faits par le gouvernement provincial, notamment le ministère de la Voirie. Alors, qui a participé naturellement aux travaux et en a payé le coût. Mais nous avons quand même comptabilisé ce que ça représentait pour la partie concernant le réaménagement de nos voies de circulation dans la ville de Nicolette. Maintenant, dans des travaux qui ont été faits pour réaménager le secteur dévasté, on n'a pas touché de l'argent. Oui, il a fallu s'endetter. L'Hôtel-Dieu, propriété des Sœurs Grises de Nicolet, a dû être évacué. Plus d'une centaine de personnes âgées et des religieuses ont été conduites au séminaire pour passer la nuit. On retourne à la maison les pensionnaires du couvent des Sœurs de l'Assomption, du séminaire et de l'école normale. L'académie commerciale étant démolie, 300 jeunes garçons restent sans école et on a dû les reloger plus tard dans des locaux de fortune. La tragédie désorganise totalement la vie étudiante. Jeune étudiant à l'école polytechnique, Jean-Yves Chagnon avait 21 ans lorsque la tragédie de Nicolet est survenue. Accompagné de son père, fonctionnaire pour le ministère des Richesses naturelles, ils étaient venus constater l'ampleur des dégâts. En 1972, directeur du service de géotechnique pour le gouvernement du Québec, il reçoit le mandat d'étudier plus à fond le sous-sol particulier de la région de Nicolet. À Nicolet, on a eu une demande je me souviens, c'est de la municipalité, mais la personne qui avait, ou les personnes qui avaient démarré la demande, c'était, je crois, les sœurs du couvent de l'Assomption. Parce qu'ils avaient des déplacements dans l'édifice, les fondations s'enfonçaient. Ça faisait longtemps qu'il y avait ça, mais là, ça semblait pire. Et en plus, eux, ils étaient pas loin de la limite de l'ancien glissement. Alors, ils se demandaient si tout n'était pas en train de se déplacer lentement vers la rivière. On a fait, nous, de Nicolette, un laboratoire d'instrumentation. Chaque fois qu'on achetait un instrument nouveau, qu'on ne connaissait pas, on l'installait là. Et pour vérifier s'il y avait des déplacements dans le sol. Et on a truffé ça d'appareils. Il n'y avait pas seulement autour du couvent qu'il y avait des problèmes, mais on s'est aperçu que tous les édifices à Nicolet s'enfonçaient. Parce qu'à Nicolet, vous avez une stratigraphie, là, une série de couches très particulières, environ 8 pieds de sable en surface et au-delà de 120 pieds d'argile avant d'aller au roc. Et cette argile-là est très molle. Autrefois, quand on faisait des gros édifices comme le presbytère ou la cathédrale, on ne faisait pas des fondations comme on les fait maintenant. Dans certains cas, on mettait des pieux en bois en dessous de la fondation et on faisait une dalle et on mettait les pierres par-dessus. Mais c'est des fondations extrêmement lourdes qu'il y avait. Pour ce qui est de l'édifice de la congrégation de l'Assomption, cet édifice-là s'enfonce depuis sa construction. Et si vous allez regarder de près, vous allez voir qu'il manque des marches aux escaliers, que certaines fenêtres sont plus bas que le niveau du sol. C'est que l'édifice est enfoncé. Ça n'affecte que la fondation et pas le milieu de l'édifice parce que lui n'est pas sur une fondation, de sorte que le plancher du milieu est soulevé par rapport au mur. Et l'édifice est déformé. Et on n'a pas trouvé qu'il y avait de danger autour du glissement ancien, mais que les édifices qui avaient été conçus pour des conditions défavorables, n'avaient pas une bonne conception et qu'il y avait des problèmes. Au Québec, en bordure des rivières, on a recensé plus de 3000 petits glissements de terrain par année, dont 700 dans l'argile. Même s'ils sont de moindre importance, il est préférable, selon M. Chagnon, de prendre des précautions qui peuvent éviter bien des surprises. Il faut éviter de faire des travaux en bas de pente, de surcharger le sommet des pentes
il faut éviter d'arroser ou de faire en sorte qu'on déverse de l'eau au sommet de la pente, parce que ça affaiblit la pente. Ça ne veut pas dire que les terrains sont inutilisables. Ça veut dire que si on veut les utiliser, il faut aller chercher l'avis de personnes compétentes pour éviter de déstabiliser une pente qui est probablement à la limite de la stabilité. Ils doivent être conscients qu'à Nicolet, il y a de l'argile. Les berges de la rivière ne sont pas très hautes. Et souvent, on exprime, nous, l'importance d'un glissement en fonction de la hauteur des berges. On va dire que le recul peut être de 4 fois la hauteur de la berge. Ça, c'est une valeur moyenne. Et pour les coulées dans l'argile, c'est 10 fois la hauteur de la berge. À Nicolet, ça atteint 17 fois. Ça a dépassé. On peut faire une sorte de prévision dans le sens qu'on peut dire à quel endroit il y en aura et on ne sait pas quand. Et on peut donner une idée des dimensions que ça va atteindre. C'est pas une science parfaite. On peut faire des erreurs, mais dans tous les espaces habités du Québec, il y a des cartes géotechniques qui ont été préparées par le service de géotechnique du ministère des Richesses naturelles. Ces cartes-là indiquent les endroits qui sont susceptibles de connaître des glissements de terrain. Par après, on a préparé des cartes qu'on dit prévisionnelles, qui indiquent pas d'autre chose que la possibilité qu'il y ait des glissements à certains endroits et qui donnent la limite maximale atteinte par un glissement dans cette région-là, et qui donne des directives quant à l'aménagement des berges, des cours d'eau qui sont impliqués, c'est-à-dire à quelle distance les maisons doivent être bâties du sommet ou de la crête de l'escarpement pour être dans une zone sécuritaire. Et toutes les municipalités en disposent. Même après bien des années, on ne peut oublier ce qui est arrivé ici en 1955. Pour ceux qui l'ont vécu de très près, les cicatrices sont encore présentes. Avec courage et détermination, ils ont réussi, mais non sans peine, à surmonter l'épreuve. À un moment donné, je voulais m'en aller, moi, de Nicolet, parce que je venais de passer au feu. Les Boulies, 8 mois après, 7 mois et demi, 8 mois après. Alors les religieux des Sœurs Assomption, les religieux des Sœurs du Précieux Sang m'ont appelé, puis ils ont dit, il paraît que vous voulez vous en aller, puis je n'êtes pas pour nous en aller. La mère générale m'appelle, puis on a besoin de vous, puis bon. Fait que j'ai décidé de rester, mais là, je voulais partir. Là. Puis surtout qu'il venait de nous dire que la section où je demeurais était condamnée. Mais non, là, je pensais qu'avec leurs prières et tout ça, là, j'ai pas savoir faire. J'ai eu un choc vraiment qui m'a duré plus d'1 an. Ça s'est fait en si peu de temps que c'était, moi, en tout cas pour moi, c'était un choc terrible. Oh, ça a pris un an et demi là, avant de remonter, remonter à la côte, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses à remettre en place. L'important, comme je disais à mon mari, on a notre tête, on a nos bras, on a nos jambes, puis on a nos enfants. C'est tout ce qui compte. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais dérangé. Peut-être dû au fait que j'habitais une zone qui n'était pas immédiate au lieu de l'Iboulie. Mais je crois qu'en général, les citoyens de la ville ont eu confiance aux résultats des travaux. Alors, je crois, personnellement, sans avoir consulté personne, que les gens, en général, ça s'est éteint de façon progressive, cette crainte-là. Il y avait des téléphones de partout. Et puis, il y en a encore ailleurs. Et puis, c'est certain que quand l'éboulis est arrivé, il y a eu tout de suite un vide. Toutes les gens qui restaient sur le bord de la rivière, ça laissait tout leur logement pour s'en aller ailleurs. Parce qu'il y avait trop de crainte. Il y avait trop de crainte que ça se passe encore la même chose. Ce qui fait qu'on n'a pas été capable de rester à Nicolet à ce moment-là. On est allé habiter 1 an à Gentilly. On avait peur de tout, hein? Quand je suis arrivée à Gentilly, avec mon pied, tu sais, j'ai fait comme ça, là, comme si ça allait être solide ou si ça allait bouger. Puis après, on m'a dit, Gentilly s'est bâti sur le roc. Jean, après l'éboulis, Jean était déjà malade à l'éboulis. Il avait attrapé la brucellose chez les animaux, les vaches, et il n'était pas très fort.
il a fait une dépression qui a duré 5 ans. Quand on en parle, comme aujourd'hui, là, je suis certaine que je vais faire des cauchemars là, pendant quelques jours. Mais moins qu'au début, parce qu'à chaque fois que Radio-Canada ou plusieurs chaînes de télé nous ont demandé pour passer, on a toujours refusé parce que c'est encore un choc. C'était trop pénible. Après, c'est revivre ça, puis c'est les cauchemars, puis c'était trop demandé. Avec les années, Nicolet a pansé ses plaies. Aujourd'hui, le nom de certaines rues, des monuments, le roman Le Bonhomme 7 heures de l'écrivain Louis Caron nous rappelle ces événements tragiques. Forte de son passé et de son présent, aujourd'hui, la ville de Nicolet est prospère et regarde vers l'avenir. Ayant imposé sa loi de façon brutale et cruelle, la nature demeure fragile. Elle a constamment besoin de notre vigilance pour garder son équilibre. Ou les humains la perturbent, ou ils la respectent. Ayons la sagesse de la comprendre.